Il est 14h30 à Paris, 13h30 à Yaoundé. Vous écoutez RFI. Afrique Midi, Amélie Tullet. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'actualité africaine. Les réactions au Cameroun après l'annonce officielle de la réélection de Paul Biya à la tête du pays pour un 7e mandat. Hier, le Conseil constitutionnel l'a déclaré vainqueur de la présidentielle avec 71% des suffrages. Loin derrière, Maurice Kamto ne reconnaît pas sa défaite et appelle les Camerounais à la résistance. Vous l'entendrez. Nous irons d'abord à Yaoundé parcourir la presse et les débats sur les réseaux sociaux. Cette déclaration de l'UDPS en République démocratique du Congo, le parti de Félix Tshisekedi se dit prêt à participer aux élections du 23 décembre, même avec la machine à voter. Rupture donc avec la ligne commune à l'ensemble de l'opposition congolaise. Dans Afrique Midi également, le Kenya, 2 députés devant la justice. Ils sont accusés d'avoir attisé les violences entre 2 communautés dans le nord du pays. Et puis en football, on connaîtra ce soir l'affiche de la finale de la Ligue des champions de la CAF. Paul Biya, 36 années déjà passé au pouvoir, réélu donc pour un 7e mandat au Cameroun. Depuis hier, la victoire du président octogénaire est officielle. 71% des voix pour lui, 14% pour le premier opposant Maurice Kamto, 6% pour Cabral Libi et 3% pour Joshua Ossi. Des chiffres définitifs, aucun recours possible. Polycarpe Somba, vous êtes à Yaoundé. Qu'en disent les journaux ce matin ? Eh bien, l'anecdote, un journal proche du pouvoir présente à sa une Paul Biya sur son meilleur jour et le qualifie comme un indomptable en référence à l'équipe fanion de football du Cameroun. La Voix du Centre constate qu'avec cette victoire, Paul Biya y sera jusqu'à ses 92 ans et culminera 83 ans de règne sans discontinuer, tout simplement inédit. Le quotidien Mutation relève pour sa part que malgré un pourcentage plus que confortable de plus de 111%, Paul Biya perd dans la région du littoral, dans la grande cité portuaire de Douala et s'en tire de peu dans la capitale Yaoundé. Le confrère souligne surtout que près de la moitié du corps électoral n'a pas voté. Conclusion pour Mutation, cette victoire a un goût de défaite. Le Messager, un quotidien très critique vis-à-vis du pouvoir, estime qu'on est reparti pour un septennat où prospéreront la corruption, l'enfumage et la politique des slogans creux face à un peuple impuissant. Maurice Kamto, moi ou le chaos, annonce pour sa part l'hebdomadaire Politica qui juge le candidat du MRC de mégalomaniaque. La presse anglophone analyse quant à elle les causes de l'échec du SDF dont le candidat Joshua aussi n'a pu faire mieux que 4e alors que ce parti depuis sa création a toujours été le leader de l'opposition camerounaise. Et une des nouveautés de cette présidentielle au Cameroun, Polycarpe, c'est sa dynamique sur les réseaux sociaux. Ils ont été très utilisés pendant la campagne et même après l'annonce des résultats, ça continue. Oui, le débat est effectivement très enflammé sur les réseaux sociaux. Eric Sono-Timi, un écrivain sur sa page Facebook, raille assez durement la vidéo de Maurice Kamto diffusée hier sur les réseaux sociaux. En barreau d'honneur ridicule, estime-t-il, ou encore l'énergie du désespoir et osant une comparaison avec un pays voisin, le Gabon. L'écrivain relève que Jean Ping avait eu bien plus de soutien internationaux et que malgré tout, il n'est arrivé à rien. Mireille Fomekong, chef d'entreprise ayant pignon sur rue à Douala, interpelle selon ses termes l'arrogance régnante et exultante et invite à ne jamais insulter l'avenir. Thierry Gervais-Ngango, un confrère, prend le contre-pied de l'écrivain Eric Sono-Timi et estime que son texte souffre de trop de passion et s'acharne de manière inutile sur une figure de l'opposition dont le travail devrait consister par toutes les saisons à essayer d'être en contre au pouvoir. Autre sortie qui est abondamment commentée sur les réseaux sociaux, c'est la sortie de Cabral Libi sur une radio internationale où il a laissé entendre qu'il n'était a priori pas contre l'idée de travailler avec le vainqueur déclaré de cette élection, en l'occurrence le président Biya. Beaucoup estiment qu'il fait acte de trahison envers le peuple, ce qui a obligé Cabral Libi à repréciser le sens de cette sortie, indiquant que les confrères n'avaient pas diffusé tout son propos et avaient délibérément détourné la compréhension de son message. Mais de manière plus globale, beaucoup d'intervenants estiment qu'il est temps de tourner la page de cette élection présidentielle qui aura été très tendue et qui aura autant passionné que divisé l'opinion comme jamais auparavant. Merci Polycarpe Somba en direct de Yaoundé. Dès hier soir, donc après l'annonce de la réélection de Paul Biya, Maurice Kamto s'est exprimé dans une vidéo sur son site officiel. Il dénonce les chiffres du Conseil constitutionnel et il appelle les Camerounais à la mobilisation. On l'écoute. Nous rejetons solennellement et catégoriquement ces résultats
fabriqués et refusant de reconnaître la légitimité du chef de l'État ainsi désigné par ses obligés et non par les électeurs camerounais. Respectueux de la volonté du peuple, nous entendons assumer la mission qu'il nous a confiée. Dans cet esprit, nous attendons rester auprès du peuple camerounais et défendre avec lui sa victoire. Le Conseil constitutionnel ayant refusé de comparer les résultats sortis des urnes, bureau de vote par bureau de vote, avec ceux concoctés dans les officines du parti au pouvoir, nous utiliserons tous les moyens de droit pour faire rétablir la vérité des urnes. J'en appelle au peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Voilà l'opposant camerounais Maurice Kamto. Autre réaction d'opposants à l'annonce de ces résultats officiels, Clémentine Pavlotsky, celle de Joshua aussi dans un communiqué ce matin. Oui, le candidat du SDF dit prendre acte de la proclamation des résultats de la présidentielle malgré, écrit-il, toutes les preuves d'irrégularité. Joshua aussi dénonce également une volonté manifeste de marginaliser les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il promet de s'engager pour aider à trouver une issue à la guerre en zone anglophone. Nous avons, dit-il, une honte nationale à effacer. Des critiques qui n'ébranlent pas le parti au pouvoir au Cameroun. Dès hier, son secrétaire général Grégoire Owona était très clair. La majorité présidentielle ne redoute aucune contestation. C'est des résultats qui sont non seulement incontestables, mais qui peuvent être vérifiés et dont nous nous réjouissons. Ils peuvent contester, mais ils ont été incapables d'apporter la preuve du contraire. On leur a demandé d'apporter des PV qu'ils n'ont pas pu apporter. Nous n'avons pas besoin de redouter un second tour qui pourrait avoir lieu dans la rue parce que le Cameroun est un État gouverné. Et je crois que ceux qui gouvernent le Cameroun sauront prendre leurs responsabilités. L'ordre doit régner et nous n'avons pas besoin de la rue pour poursuivre notre développement. Et nous avons besoin plus que jamais de paix et de développement aujourd'hui. Grégoire Owona, secrétaire général du parti au pouvoir. Autre commentaire, autre réaction à la réélection de Paul Biya, cette fois Clémentine, en dehors du Cameroun. Oui, les États-Unis félicitent le peuple camerounais pour ces élections pacifiques. C'est ce qu'indique un communiqué du porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert. Washington pointe cependant des irrégularités commises avant, pendant et après le scrutin. Ces irrégularités n'ont pas affecté le résultat, indique le communiqué, mais elles ont donné l'impression que ces élections n'étaient pas crédibles ni vraiment libres et équitables. Le Royaume-Uni, de son côté, félicite Paul Biya pour sa réélection. Communiqué signé Harriet Baldwin, la ministre britannique pour l'Afrique, mais le pays dit rester profondément préoccupé par la détérioration de la situation en zone anglophone. Londres appelle donc le gouvernement camerounais à prendre des mesures immédiates. Le Royaume-Uni demande aussi à toutes les parties d'accorder un accès humanitaire complet et sans entrave à la population touchée. La France, elle, n'a pas encore réagi. Merci Clémentine Pavlotsky. Les propos de Maurice Kamto et Grégoire Owona que vous avez entendus ont été recueillis par Gaël Lalex. On revient sur la réélection de Paul Biya au Cameroun pour un 7e mandat à la tête du pays dans 10 minutes avec notre invité, le chercheur franco-camerounais Fred Eboko. Il nous parlera des enseignements à tirer de façon plus globale sur la recomposition du paysage politique camerounais. Il est 13h40 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'UDPS fissure le front commun de l'opposition. Le parti de Félix Tshisekedi affirme qu'il ira aux élections présidentielles, législatives et provinciales de la fin d'année, même avec la machine à voter, alors que jusqu'à présent, l'ensemble de l'opposition congolaise exigeait le retrait de ces ordinateurs. Mais l'UDPS estime que camper sur cette exigence fait courir le risque d'un report du scrutin, toujours prévu actuellement le 23 décembre. Écoutez Jean-Marc Kabounda-Kabound, le secrétaire général de l'UDPS. L'UDPS, stratégiquement, a pris l'option de mettre Kabila devant ses responsabilités et de dire à l'opinion qu'il ne s'agit pas de rejeter la machine et d'occasionner un glissement de Kabila, qu'on aura de bonnes élections dans ce pays. L'important aujourd'hui, c'est d'aller aux élections, de mettre en place des stratégies de surveillance de ce processus électoral et aussi de choisir un candidat commun. Mais dire que nous ne devons pas aller aux élections avec la machine à voter, nous pensons que nous allons tomber dans le piège de Kabila qui ne veut pas organiser ces élections dans ce pays. Entre les reports des élections pour raison de machines à voter et aller aux élections avec ou sans machine, l'UDPS a choisi le moindre mal, c'est d'aller aux élections et de consacrer par-dessus tout le départ de Joseph Kabila du pouvoir.
Jean-Marc Kabunda Kaboun, le secrétaire général de l'UDPS, des propos recueillis par Léa-Lisa Westerhoff. Au Kenya, 2 députés accusés d'incitation à la haine tribale, 2 élus du comté de Marsabit dans le nord, une zone marquée par des violences qui ont déjà fait une 15aine de morts en moins de 2 mois. Ces 2 députés ont été arrêtés hier et ils ont été présentés aujourd'hui devant le juge Sébastien Nemeth. Ali Didorasso et Tchatchou Gagna sont sur le banc des accusés depuis ce matin. Les 2 députés sont accusés d'avoir soufflé sur les braises du conflit ethnique opposant les Borana et les Gabra depuis plusieurs semaines. Les affrontements entre les 2 clans sont ancestraux, notamment pour l'accès aux ressources naturelles, eau et pâturage à destination des animaux. La dernière vague de violence a commencé début septembre avec un cycle d'attaques-représailles, mais le conflit a pris une tournure plus brutale depuis 2 semaines. Alors que certaines écoles ont dû fermer et que depuis hier, les examens scolaires sont perturbés dans le comté de Marsabit, le gouvernement a décidé de sévir. Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiangui, a notamment promis que des actions fermes seraient prises contre les politiciens ayant attisé les violences. La semaine dernière, Ali Didorasso et Tchatchou Gagna ont été interrogés avant d'être finalement arrêtés et présentés devant une cour de Nairobi. Plusieurs leaders de Marsabit ont protesté, affirmant que ces interpellations risquaient de faire dérailler le processus de dialogue. Il n'empêche, ce matin, le procureur a demandé que leur détention soit prolongée pendant 21 jours, le temps notamment pour les enquêteurs d'interroger des témoins encore en deuil. Sébastien Nemeth, Nairobi, RFI. Après les barricades, l'apaisement aux Comores. Sur l'île d'Anjouan, les autorités sont à pied d'œuvre pour récupérer toutes les armes utilisées la semaine dernière par un groupe de jeunes qui s'étaient retranchés dans la médina de Moutsamoudou. Le président comorien Azali Assoumani est arrivé en personne sur l'île d'Anjouan hier soir. Les méthodes utilisées officiellement pour le moment pour récupérer les armes, médiation et négociation. Et hier, en Nizamshangama, plusieurs armes ont donc pu être récupérées. Fusils mitrailleurs et explosifs, entre autres, ont déjà été rendus, précise Youssoufa Mohamed Ali, le ministre de la Défense. C'était une jeune fille qui s'est désignée volontaire. 600 cartouches. Il nous a ramené aussi les mines, plus les fils et plus de stupéfiants. On va procéder à 2 fouilles dans les différentes maisons soupçonnées. Ça, c'est le moyen classique. Nous allons utiliser les moyens traditionnels. C'est de persuader et convaincre les parents pour amener les armes qu'ils ont dans leur domicile. Nous allons utiliser des moyens spéciaux, de nouveaux matériels de détection des armes dans les maisons. Mahmoud Afi, le ministre de l'Éducation qui a mené les négociations, se montre déterminé et pédagogue. Si vous savez l'idée de montant qu'on leur a proposé, mais c'est rien, à peine 300 € pour faire une opération pareille. Jusqu'alors, la mesure de clémence, elle est toujours là. Parce que il faut que ces jeunes-là soient rassurés que c'est pas eux qui nous intéressent, c'est les armes. Ceux qui détiennent les armes, ils peuvent négocier, ils peuvent vendre les armes à l'armée, on peut les acheter. On peut pas laisser comme ça, c'est pas possible. Il faut bien comprendre. On n'est pas là pour sanctionner, on n'est pas là pour punir. Le président de la République est venu à Anjouan encourager les troupes militaires et faire le point sur la situation sur place. En Nizamshangama, Moutsamoudou, RFI. À Moutsamoudou, il est 15h45. Afrique Midi sur RFI. À suivre les sports avec une belle soirée en perspective. On connaîtra ce soir l'affiche de la finale de la Ligue des champions de la CAF. C'est du football, bien sûr. Escale ensuite en Côte d'Ivoire, dans le centre-ouest du pays, à la découverte des petits danseurs d'Issia avec Anne Roger et notre radio partenaire La Voix du Rocher. Et puis on reviendra sur la réélection de Paul Biya au Cameroun avec l'invité de Christophe Bobouffier. D'abord en bref, des affrontements ce matin dans la banlieue de Conakry en Guinée. Des centaines de jeunes militants de l'opposition voulaient marcher dans le quartier de Koza pour dénoncer les conditions d'installation des conseils municipaux dans le pays. Une manifestation interdite par les autorités. À Bangui en Centrafrique, manifestation de soutien ce matin, cette fois en faveur de Karim Mekassoua. Près de 400 personnes ont défilé pour protester contre une pétition rédigée par des députés qui demandent la destitution du président de l'Assemblée nationale. Au Nigeria, une nouvelle attaque près de Chibok dans le nord-est du pays, attaque attribuée au groupe Boko Haram. Des assaillants ont envahi un village, ils ont tué 2 habitants, incendié des maisons et emporté avec eux des vivres et du bétail. Et puis au Mali, le MNLA perd son vice-président. Mahamadou Djeri Maïga est décédé cette nuit à Bamako. Membre actif et fondateur de l'ex-rébellion Touareg, il représentait le MNLA au sein du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger.
Les sports, bonjour Alejandro Valente. Bonjour Amélie. En football, on connaîtra donc ce soir l'affiche de la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Les 2 demi-finales retour sont donc la grande attraction de la journée, à commencer par le choc entre l'Espérance de Tunis et le club angolais Primeiro de Agosto. Effectivement, un choc dont le coup d'envoi est fixé à 16h temps universel. Avant le match aller, les Tunisiens partaient largement favoris. Depuis, Primeiro de Agosto a créé la surprise en s'imposant 1-0, un avantage qui pourrait se révéler décisif pour une équipe qui sait se montrer contondante dans les matchs couperés. Pour Zoran Manolivic, entraîneur de Primeiro de Agosto, toute la pression est désormais sur les Tunisiens. We play one game in Angola. We see that game. Nous avons joué en Angola et nous avons gagné. Mais nous savons que l'Espérance est une équipe très forte à domicile, car elle sera soutenue par un stade rempli par 50 000 spectateurs et qui deviendront un 12e homme pour eux. Ce sera un match très difficile, mais toute la pression sera sur l'Espérance, car c'est un grand club, habitué à disputer les demi-finales et les finales, alors que nous n'y sommes que pour la première fois. Toute la pression sera sur eux et nous ferons tout pour en profiter. Zoran Manolivic. L'Espérance, qui aura donc le soutien de son public, sera privée en revanche de son capitaine Khalil Shemam, expulsé lors du match aller. Un très gros défi donc pour l'entraîneur Mouin Chabani, qui est en poste depuis 2 semaines seulement. Et l'autre demi-finale aura lieu un peu plus tard, à 19h temps universel. Et là, ce sera bien plus difficile pour l'entente de Sétif. Et oui, car le club algérien devra remonter un résultat bien plus compliqué, puisqu'au match aller, il a perdu 2-0 face aux Égyptiens d'Al-Ahli. Les Kairotes, qui visent une 12e finale, seront donc largement favoris, d'autant qu'ils se déplacent plutôt bien. Mais pas de triomphalisme chez leur entraîneur Patrice Carteron, qui se veut prudent et qui s'attend à une grosse ambiance. On sait que c'est toujours très difficile, que l'Algérie est une terre de football avec des clubs bien structurés, bien organisés, avec un public fantastique. C'est vraiment dans cet état d'esprit de combat qu'on vient ici. On sait qu'il va falloir faire un grand match pour obtenir un grand résultat et mériter de se qualifier pour la finale. Espérance Primeiro de Agosto, entente Sétif Al-Ahli, telles sont les affiches, Amélie, qui désigneront les finalistes de la Ligue des Champions de la CAF 2018. Merci beaucoup Alejandro Valente. À suivre donc ce soir, plus d'infos dans les journaux des sports et dans Radio Foot International. Afrique Midi, on dit quoi ? On dit quoi ? Le rendez-vous des radios partenaires de RFI. Aujourd'hui, nous partons dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, en Pays Bété, à la rencontre d'une troupe qui se produit dans le monde entier depuis plus de 40 ans, les Petits Danseurs d'Issia. Quand je vois la danse, je suis très très content même. Notre arrière-grand-père, c'était le danseur. C'est mes parents qui dansent, à cause de ça ils dansent. Donc quand notre arrière-grand-père sont quittés, nous on a pris la page maintenant. Anne Roger, bonjour. Bonjour Amélie. Vous êtes responsable des radios partenaires de RFI et vous revenez donc d'un voyage en Côte d'Ivoire. Vous avez rencontré Seri Ortega qu'on vient d'entendre, ainsi que les autres petits danseurs d'Issia. D'ailleurs, pourquoi les appelle-t-on les petits danseurs d'Issia ? Eh bien parce que certains sont très très jeunes. Le Benjamin de la troupe a tout juste 5 ans, une vraie mascotte d'ailleurs. Et les aînés comme Seri Ortega que l'on vient d'entendre n'excèdent pas 15-16 ans, parce qu'après il devient difficile pour eux de combiner entraînement, prestations et scolarité. Donc il faut les imaginer à 4 ou 6 sur scène, ou là en l'occurrence au cœur d'un village d'Issia, effectuer toute une série d'acrobaties, assez physiques parfois, représentant différentes danses de la région. Le tout au rythme des tam-tams, des chants et des acclamations du public. Et comment est née l'idée de créer cette troupe ? Tout est parti en 1965 lorsque les adultes ont voulu aider les enfants à vaincre certaines de leurs peurs. Tapegunu Raphaël est créateur et responsable de la troupe. Bien, les petits danseurs ont été créés par rapport aux danses masques. Et quand les masques dansent, les enfants fuient. Ils s'en vont en brousse. Ils avaient peur et on les a sensibilisés. Ils sont venus sur scène. Ils ont commencé à danser. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus les danseurs d'Afrique. Les danseurs d'Afrique, Anne, parce que très rapidement, ces enfants se sont fait remarquer. Oui, en 1967, le président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, les invite à venir se produire à Daloa à l'occasion de la fête nationale et cela contribue à les faire connaître. Un an après, en 1968, la troupe donne une représentation à Genève, en Suisse, la première d'une très très longue série à travers le monde. Tapegunu Raphaël en est très fier. Bon, depuis sa création, on a fini l'Afrique. On a été à Lagos, Festival négro-africain.
77, on était là-bas. On a été au Maroc, en 81, Tunisie, au Cameroun, au Burkina. On a été au Bénin, comme Togo, de l'Afrique en Europe. On a fait la France-Paris, 7 fois, à Amsterdam. On allait à Tokyo, Japon, à Taïwan, Chine-Taïwan. On a visité pas mal de villes là-bas, à Washington, à la Maison Blanche même là. On allait là-bas. Et ces petits danseurs d'Issia, comment sont-ils recrutés et formés ? Très simplement, le responsable du groupe les observe danser et s'il estime qu'ils ont le rythme, il les recrute. Ensuite, les aînés de la troupe forment les plus jeunes, une fois par semaine, et les cachets reçus lors des prestations leur permettent notamment de financer les fournitures scolaires des enfants. Et si on veut voir ces petits danseurs d'Issia, comment on fait, Anne ? En attendant qu'ils se produisent chez vous, vous pouvez les retrouver en son et en images sur le site de RFI à la page des médias partenaires. Merci Anne et merci à notre partenaire Aïssia, la radio La Voix du Rocher. Et on reparle maintenant de la réélection de Paul Biya au Cameroun. Victoire annoncée hier, 2 semaines après le scrutin. Paul Biya, 85 ans, peut donc commencer un 7e mandat à la tête du pays. Il a remporté, selon les chiffres officiels, 71% des suffrages contre 14% pour l'opposant Maurice Kamto. Que penser de cette réélection ? Quelle évolution pour le paysage politique camerounais ? Le franco-camerounais Fred Eboko, directeur de recherche à l'IRD en France, et l'invité de Christophe Pobouvier. Fred Eboko, bonjour. Bonjour. Cette très large victoire de Paul Biya, est-ce dû seulement à ses talents et à son bilan, ou n'est-ce pas dû aussi à une redoutable machine électorale du parti au pouvoir RDPC ? C'est dû, à mon sens, à quelque chose qui est de l'ordre du verrouillage du système politique camerounais. Il y a d'abord une large couverture du parti au pouvoir sur le territoire camerounais, mais il y a aussi au-delà de ça, et on l'a vu au cours des récents débats au sein du Conseil constitutionnel, on a vu aussi que le système est verrouillé de telle sorte que la légalité du système ne soit plus forcément en lien avec sa légitimité. Selon Maurice Kamto, le candidat Biya se serait vu accorder de façon abusive quelques 1 300 000 voix sur la base de procès-verbaux non signés. Oui, c'est ce qu'on a entendu au cours des débats au sein du Conseil constitutionnel. Moi, je ne sais pas très bien quoi en penser, mais ce qui me semble assez clair, c'est que les résultats tels qu'ils sont présentés aujourd'hui ne rendent pas forcément compte de la dynamique électorale qui s'est produite au Cameroun. Le fait que toutes les requêtes et toutes les réclamations aient été toutes rejetées laisse quand même à penser que le Conseil constitutionnel, certes, a fait son travail, mais n'en sort pas forcément grandi, non pas du point de vue de ce qui est légal, mais du point de vue de ce qui est crédible et du point de vue de ce qui est juste. Il y a un parti qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelait sous les partis uniques le parti État, qui écrase un peu l'ensemble des institutions, mais qui n'écrase pas forcément la parole des Camerounais qui s'est libérée notamment via la dynamique incarnée par Maurice Kamto et sa coalition, qui ont pu quand même montrer qu'un autre Cameroun est possible. Vous parlez de Maurice Kamto. En arrivant 2e, loin devant Cabral Liby et Joshua aussi, est-ce que Maurice Kamto a gagné ou a perdu ? Maurice Kamto a en même temps perdu officiellement les élections, mais il a gagné, à mon sens, bien plus que les élections. Il a gagné en matière de crédibilité de sa proposition politique, crédibilité de sa personne, médiatisation aussi, alors là c'est le plus exceptionnel parce que c'était inattendu, médiatisation de sa capacité à rassembler une bonne part des Camerounais sous son nom et sous le nom de sa coalition surtout, et il a pu le faire notamment grâce à l'occasion qu'il a eue de pouvoir s'exprimer, de pouvoir laisser s'exprimer ses confrères au sein du Conseil constitutionnel du Cameroun. Et que peut faire à présent Maurice Kamto, lui qui s'est déclaré vainqueur le 8 octobre dernier ? Maintenant, il a quand même une zone de confort. Pourquoi ? Parce que si vous regardez ce qui s'est passé pour le candidat proclamé gagnant, Paul Biya a fait juste un meeting politique avec une intervention qui a duré moins de 10 minutes. Maurice Kamto a fait des dizaines et des dizaines de meetings et aujourd'hui, il peut prendre la parole et sa parole aura un poids tout à fait considérable et c'est peut-être un jour nouveau qui s'ouvre dans le débat politique camerounais avec cette présence de Maurice Kamto et de sa coalition. C'est-à-dire qu'il y aura désormais un vrai chef de l'opposition et une vraie dualité dans la vie politique camerounaise ? Je pense que si la sécurité de M. Maurice Kamto est garantie, et je pense que le pouvoir en place
place a tout intérêt à garantir la sécurité de Maurice Kamto. Nous sommes peut-être au début de la naissance au moins une dualité politique, comme vous avez dit, ou d'une pluralité des voix, y compris les autres partis d'opposition. Il ne faut pas oublier la magnifique campagne électorale qu'a menée Cabral Libby. Oui, Joshua aussi et Cabral Libby sont l'un un cadra, l'autre un trentenaire qui ont l'avenir devant eux. Voilà, ils ont l'avenir devant eux, au-delà du MRC qui est manifestement un des gagnants, même dans la défaite de cette élection présidentielle. Il ne faut pas oublier que Cabral Libby et Joshua aussi sont relativement jeunes et qui sont dans une dynamique tout à fait particulière. Fred et Bocco, merci. Merci à vous, Christophe Boisbouvier. Entretien avec Fred Eboko, directeur de recherche à l'IRD en France. Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.rfi.fr, tout comme tous nos articles sur la présidentielle au Cameroun et la réélection de Paul Biya à l'âge de 85 ans pour un 7e mandat. Afrique Midi aujourd'hui, c'était Steven Elsie et Jocelyne Tranchot à la réalisation, Laurent Corot à la rédaction en chef. Participez au prix découverte RFI 2018. Écoutez les extraits des 10 finalistes sur prixdécouverte.com et votez pour votre artiste préféré jusqu'au 25 octobre. Rendez-vous sur RFI le 8 novembre pour la désignation du lauréat 2018. Le prix découverte RFI est organisé en partenariat avec l'Institut français, l'OIF, la SACEM et YouBiz News. Ce mercredi, vivez sur RFI la rencontre de football PSG Naples. Frédéric Suto. Battu à Liverpool d'entrée, le Paris Saint-Germain a réagi avec autorité lors de la deuxième journée. 6-1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Confirmer et battre les Italiens de Naples pour garder la qualification pour les huitièmes de finale en ligne de mire. Mbappé, Neymar, Cavani, à eux de jouer. PSG Naples ce mercredi, coup d'envoi 19h, temps universel. C'est à vivre sur RFI. RFI Talent présente The Dizzy Brands en concert. À l'occasion de la sortie de leur deuxième album Tan Razan, découvrez les 4 rockers sur la scène de la Maroquinerie à Paris le 25 octobre à 19h30. Plus d'infos sur le Facebook de Dizzy Brands. Et 3 minutes avant le journal, on retrouve Maman. Au Gondwana, les mandats présidentiels sont limités à 2. Oui, un très démocratique république, les textes sont sans pitié, la constitution est sans appel, le nombre de mandats présidentiels est limité à 2 et pas plus. Tu fais tes 2 mandats et tu laisses ta place. Attends, y a pas de gars qui fait 5, 6, 7, 8, 9 mandats. Non, c'est clair et limpide comme l'eau de roche parce qu'en très démocratique république, on n'a pas besoin d'hommes forts, on a des institutions fortes. Cette limitation des mandats est la base de tout. Elle empêche les gourmands de multiplier les mandats pour s'éterniser au pouvoir comme si c'était la maison familiale. Et d'ailleurs, la maison familiale est un mauvais exemple parce que à un moment donné, l'enfant devient majeur, trouve un travail, se marie et quitte le domicile familial. C'est pour ça qu'en très démocratique république, nous sommes fiers de nos 2 mandats non reconductibles, des mandats d'une durée de 99 ans chacun. Attends, tu fais ton premier mandat de 99 ans, puis on organise les élections. Si les Gondwanais sont satisfaits de ton bilan, ils te réélisent pour le deuxième mandat de 99 ans, ton deuxième et dernier mandat. Même si les Gondwanais sont hyper contents de ton travail et te veulent encore et encore comme président, la constitution gondwanaise dit non, c'est sans appel, 2 mandats et puis s'en va. De toute façon, tu n'as pas le droit de te plaindre et de chouiner, comme quoi tu n'as pas eu le temps de travailler, comme quoi il faut que le peuple te donne encore et encore plus de temps pour parachever ton œuvre et tes chantiers pour le pays. Dès le départ, tu as été bien au courant. Il y a 2 mi-temps de 99 ans chacune. À toi de jouer, mon ami. Parce que les Gondwanais, tu les connais, ils parlent très mal. Ils vont dire si elle n'a pas pu faire ce qu'il a promis de faire au bout de 2 fois 99 ans, c'est même pas la peine, quoi. Tu vois, mon ami, tu es seul maître à bord pendant tes 2 mandats. Les Gondwanais te font confiance puisqu'ils t'ont élu. Donc, tu peux organiser tes 2 mandats de 99 ans chacun comme tu veux. Tu peux organiser des élections tous les 4, 5 ou même 7 ans, si tu veux, histoire de ne pas t'ennuyer, histoire de ne pas te rouiller, de ne pas oublier les réflexes de campagne électorale, les discours, les affiches, les spots
votes, les débats, etc. Tu choisiras toi-même tes adversaires, tu choisiras toi-même le mode de scrutin, en un tour, en deux tours, en demi-tour, etc. De toute façon, tout le monde sait que c'est dans ton mandat de 99 ans à toi que tu fais ça. Et que donc, tu peux pas perdre puisque c'est ton mandat. Si quelqu'un se plaint en parlant de fraude, tripatouillage, qu'il sache que s'il veut des élections libres, transparentes et démocratiques, il n'a qu'à attendre la fin de ton mandat de 99 ans. Là, il aura sa chance. Si tu veux. Maman sur RFI. Merci à vous de nous écouter sur la radio du monde. Bonne journée à tous. Dans quelques secondes, un nouveau journal, toute l'actualité internationale.